Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, radio-télévision Sacrifice. C'est un réel plaisir pour nous gagner jeudi encore dans Afro Musée qui est dans Ontario, plus précisément dans Ville-Marie. Et après-midi, nous avons avec nous un monsieur, c'est le responsable musée, mais je crois qu'il est africain, c'est ça? Ok, on va le présenter. Monsieur, bonjour, ça va? Vous êtes sur l'antenne Radio-Télévision Sacrifice. C'est un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci. D'abord, vous pouvez nous dire, c'est quoi votre nom? Mon nom c'est Freddy Bamba. C'est ça mon nom. Ok. Je suis le directeur des opérations de l'Afro-Musée. Ok. Et ce musée, là, il a combien de temps d'existence? Le musée, en fait, il faut situer l'existence du musée en deux temps. D'abord, c'était une simple galerie du fondateur, Monsieur Guy Shigo Mushagalusa, qui est d'origine congolaise aussi, qui avait un espace d'exposition de l'art africain, mais aussi d'organisation d'événements. Ça s'appelait Espace Mushagalusa. Ça, c'est depuis 2014, mais à partir de 2021, que l'Afro-Musée a été officiellement créé, enterré, dans la forme du musée, dans la forme actuelle. Ok, juste avant, votre nom, c'est? Mon nom? Freddy Bamba. Freddy Bamba, vous êtes africain? D'origine africaine, oui. Voilà. Depuis combien de temps tu es au Canada? Oh, ça fait près d'une vingtaine d'années. Ok. Et depuis combien de temps tu travailles ici? Ça fait un peu plus qu'une année. Ok, mais tu es responsable ou comment? Oui, je suis le directeur des opérations de l'Afro-Musée. Donc, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui a trait à l'organisation des événements, organisation des expositions, montage et démontage, tout ce qu'il y a comme événement, parce qu'à part les musées, nous avons, comme j'ai dit, les musées à deux parties. Nous avons la partie muséale, proprement dite, mais nous avons aussi la partie espace des événements, une salle polyvalente où nous organisons des événements, des expositions, des conférences, des shows, des présentations d'albums, des présentations de littérature. Alors, tout ça, c'est faire cette programmation-là, donc c'est moi qui suis responsable de tout ça. Mais est-ce que les gens visitent vraiment le musée? Oui, comment ça y est l'ambiance? Oui, les gens visitent le musée. Vous serez surpris d'apprendre que c'est plus des étrangers plutôt que des gens d'origine. C'est sûr que on a la visite de nos frères qui sont d'origine afro, mais il y a beaucoup d'étrangers aussi, surtout beaucoup des afro, des blacks, des États-Unis, qui traversent ici pour venir visiter le musée. Ok. Mais d'après ce que je peux constater, il y a pas mal d'expositions ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros, en large, et ces images-là? Ben, ici, en fait, comme je disais, ça, c'est la partie boutique du musée. Tout ce qui est ici est en vente. Mais le musée, proprement dit, se trouve de l'autre côté. Mais si je dois vous expliquer de manière large, nous voyons de l'art africain essentiellement. Alors, peut-être ça va être une occasion pour moi d'ouvrir une parenthèse pour parler de l'art africain. L'art africain, la particularité de l'art africain, ce qui fait la différence de l'art africain avec l'art occidental. L'art africain est fondamentalement religieux. Il est fondamentalement sacré. En Afrique, dans le contexte traditionnel, l'art pour l'art n'existait pas. Ça veut dire que l'artiste qui est derrière cette œuvre, on ne connaît pas son nom. Tous les arts africains, que ce soit aujourd'hui, même quand vous allez en Haïti, dans les œuvres, les objets qui sont utilisés dans le cas de culte vaudou, les artistes, on ne les connaît pas. Parce que c'est la part d'un principe qui est fondamental dans l'art africain. Les artistes ne travaillent pas pour eux-mêmes. Comme c'est le cas en Occident, on connaît Michel-Ange, on connaît Léonard de Vinci, on connaît Rembrandt, on connaît Picasso. Mais dans le cas de l'Afrique traditionnelle, étant donné qu'il y avait une valeur sacrée, une valeur spirituelle, les artistes travaillaient pour le compte de la communauté. J'ai crois entendu parler d'Haïti. Tu as déjà allé en Haïti? Non, mais écoute, on lit, et on a des amis qui viennent d'Haïti, on assiste à certaines conférences qui parlent d'Haïti, de l'histoire d'Haïti. Donc, ce qui fait que, personnellement, j'ai jamais été en Haïti, mais du point de vue de la culture, on connaît pas mal de choses sur l'Haïti. Ok, mais tu aimerais quand même aller visiter un jour? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. L'Haïti, c'est nos frères, c'est le même peuple, c'est les mêmes racines, c'est juste que l'histoire a fait que on s'est retrouvés à des endroits différents, mais l'Haïti, c'est nos frères, c'est notre sang. Si je comprends bien, tu es mon cousin, c'est ça?
Mon cousin de loin? Peut-être oui, on ne sait Parce que jamais. nos grands-parents, Absolument, absolument. On est tous liés quelque part. L'histoire a fait comme j'ai dit, on s'est retrouvés. Moi, j'étais au Congo, il y en a qui sont au Bénin, il y en a qui sont en Haïti, il y en a qui sont dans les Antilles, mais à la base, c'est le même peu. mais si on regarde là, où est la différence entre nous? La différence, je ne sais pas, la différence, c'est que, ben, bon, Si quelqu'un vient ici, est-ce qu'il pourra identifier l'Africain ou l'Haïtien? absolument. Regardez-moi et regardez-toi. Non, il n'y a pas de différence. Voilà. Ouais. Et donc, on est frères. On est frères, absolument. Ok, c'est un message à lancer avec nos Haïtiens qui sont du côté d'Haïti et pas tout ailleurs. C'était quoi ça? C'était quoi le message, on va dire? Ben, le message, c'est que mes frères d'Haïti, on vous aime beaucoup. Ici, on est au Canada, à Montréal, l'Afro-Musée. C'est un musée, un endroit qui nous ressemble et qui nous représente. Dans le sens où tout ce que nous faisons la promotion ici, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine commun. Et donc, si jamais vous faites un tour à Montréal, venez visiter l'Afro-Musée. Et même de loin, à travers les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, nous avons un compte Facebook, nous avons même un site web, www.afromusée.org. Donc, visitez ces sites pour savoir un peu ce que c'est que l'Afro-Musée, ce que nous faisons. Et nous sommes porteurs justement de la culture, de l'histoire, bref, de tous les patrimoines culturels de l'Afrique en particulier, mais des Afro-descendants en général. Étant donné qu'on est dans la boutique, mais est-ce qu'on peut faire un petit bond dans le musée vraiment Avec pour plaisir, pouvoir avec plaisir, avec plaisir, visiter comment... avec plaisir. Alors, donc ça, on vient de la boutique, c'est couloir, nous avons une exposition. Ok, C'est une femme qui s'appelle Lucie Kamuswekera. Elle est originaire du Congo. Cette femme a actuellement 84 ans. Elle est née en 1944. ok, Mais la particularité avec cette femme, c'est que cette femme a appris à broder par les Italiens. Les ok. Italiens lui ont fait après des broderies, mais elle fait des broderies sur des toiles de jute. Mais la particularité, c'est que cette femme raconte l'histoire, les événements qui sont venus quelque temps avant l'indépendance du Congo. Avec Lumumba, la mort de Lumumba, tous les moments troublés, tous les moments tumultueux dont elle a été témoin, comment est-ce que la société était organisée, les raisons qui ont fait que à un moment donné, Lumumba a été arrêté, déporté et puis finalement éliminé. Alors elle raconte tout ça, la vie du Congo belge à l'époque, bref, tous ces moments forts de cette période pré-indépendance, elle raconte ça à travers ces broderies-là. Ok. Alors l'exposition est ici, ça fait plusieurs mois, et après ici, l'exposition va s'en aller à New York parce que c'est une exposition qui fait la ronde. Ok. Et si je fais un bon pas ici, je vois, c'est non à la corruption, c'est ça? Oui. Ce tableau-là explique quoi? Oui, dans ces tableaux, en fait, elle parle d'un phénomène, d'une situation qui gangrène la plupart des sociétés noires et les sociétés africaines en particulier, où on représente ici un monsieur à qui on amène, certainement un monsieur à qui on amène des présents, certainement pour avoir certains avantages. On lui amène des présents, ça peut être pour des raisons de travail, ou peut-être que on lui amène une femme, on amène des chèvres pour donner la dot, mais en même temps, à côté, il a son monsieur avec un sac. Donc, c'est-à-dire que bref, en fait, les gens cherchent l'idée qu'elle voulait représenter ici, c'est que les gens cherchent souvent des faveurs dans la société. Ok. Mais ces faveurs, on les cherche à travers l'argent. Ils veulent avoir des services, mais pas par la voie normale. Ils veulent toujours monnayer ça. Ouais. Et ça, c'est un problème qui gangrène, en fait, qui a rongé la société et qui continue encore à ronger la société africaine, congolaise d'antan et d'aujourd'hui. Et c'est ces phénomènes-là qu'elle est en train de... Elle relate, en fait, c'est vraiment un conteur de la vie sociale du Congo. Et c'est ce qu'elle est en train de faire à travers ces broderies. Ça veut dire ça, c'est non à la corruption. Non à la corruption. Il faut être parfait, c'est ça. Oui. Et si je regarde là, il y a Congo, il y a Sika Sika. à Butambo vers 1951. Oui. Ça, c'est l'histoire du Congo et Oui. comment... En fait, Congo Yassika, ça veut dire Congo Yassika, ça veut dire un Congo nouveau. Ok. Oui. Alors, en fait, à travers cette toile,
Elle est en train de dépeindre une réalité. On est en 1951, 9 ans avant l'indépendance du Congo. L'indépendance du Congo est intervenue en 1960. Ok. Alors, déjà, en 1951, le peuple commençait déjà à faire prévaloir l'idée d'un nouveau Congo. Un nouveau Congo, ça veut dire quoi? Un Congo où les gens sont libres. Parce qu'on est en 1951, vous allez remarquer, c'est pas dans cette toile ici, vous allez remarquer les gens sont en train de travailler, mais ici, il y a un blanc qui donne des ordres. Et les gens sont en train de travailler. Mais le peuple voudrait être libre. Il voulait se départir de la colonisation. Il voudrait plus continuer à être sous l'emprise des étrangers. Déjà, c'était l'idée d'un nouveau Congo. Congo Yassika. Donc, c'est ce qu'elle était en train de dire. Elle voulait un Congo pris en charge par les Africains, par les Congolais eux-mêmes, qui arrivent à s'organiser dans la société et à être dirigés par des chefs plutôt que par des étrangers, par des chefs qui sont des autochtones, plutôt que par des étrangers, parce que ce n'est pas les compétences qui manquent, que ce soit en Haïti, le peuple noir peut se prendre en charge. Donc, l'idée d'un Congo Yassika, ça pouvait dire aussi l'idée Haïti Yassika, un nouveau Haïti, où les Haïtiens sont libres, les Haïtiens peuvent se prendre en charge, les Haïtiens peuvent s'organiser. Qui donc, la liberté des Congos, ça commence vers 1951, c'est ça? Non, déjà en 1951, le peuple commençait à revendiquer. Parce que l'indépendance est arrivée en 1960, donc 9 ans avant. Ah ouais, déjà, les peuples commençaient déjà à revendiquer ça. Et là, je vois époque coloniale. Époque coloniale. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Il représente, il est en train de dépeindre ce qu'il y avait. Vous voyez un peu les Noirs qui sont là, les Congolais qui sont là, mais qui transportent un blanc sur une espèce de chariot, alors qu'ils pouvaient marcher comme tout le monde. Donc, il est en train de dépeindre, de décrier, en fait, de stigmatiser l'emprise qu'avaient les Blancs, les colons, les Belges sur les Noirs. On voit là, les gens sont arrêtés, ce sont des prisonniers. On est en plein Congo, mais vous voyez, les drapeaux qui est ici, c'est les drapeaux belges. Ok. Alors, c'est pour dire que les Congolais n'appartenaient pas aux Congolais, les Congolais appartenaient aux Belges. Voilà là un Congolais qui s'est fait fouetter. Hein. Bref, il représente les exactions. Voilà des Congolais qui sont faits esclaves. Ok, on les a attachés par une corde, un peu comme à l'époque de l'esclavage. Hein. Alors, l'époque coloniale, et puis on a une prison. Elle dépeint en fait la situation du Congo à l'époque coloniale. Hein. C'est que les Congolais continuaient, c'était une autre forme d'esclavage. L'esclavage, c'est vrai que ça a été aboli vers les 17e, 18e siècle, mais à travers la colonisation, c'était comme une autre forme d'esclavage que les Congolais ou tant d'autres Africains continuent à vivre. C'est ce qu'elle essaie de dépeindre à travers cette broderie. C'est comme si tu nous racontes l'histoire d'Haïti, hein? Absolument. Tu sais, nos pays, nos peuples, nos blacks, noirs, à quelques différences près, on a pratiquement la même histoire. Ok, si on fait un petit bond pas ici, je vois un cartographie là, et ça c'est la carte du Congo, parce que cette partie ici, les œuvres qui sont ici, ces œuvres du Congo, alors on avait voulu représenter la carte du Congo avec les différentes ethnies qui la composent. C'est essentiellement ça. Okay. Et cette image-là, ça représente quoi pour les Congolais? Ça c'est les différents masques des différentes ethnies. Comme je vous ai expliqué tantôt, l'art en Afrique, au Congo, c'était quelque chose de sacré. Les masques en fait en Afrique, c'était ce qu'on appelle des costumes liturgiques. Ils étaient utilisés pour souligner les moments forts de l'existence. Ça pouvait être la naissance, ça pouvait être la mort, ça pouvait être le mariage. Ces masques étaient utilisés pendant toutes ces formes de cérémonies. On devait évoquer les esprits. Donc les masques servaient en fait à établir un pont entre les mondes des vivants et les mondes les divinités à travers le monde des ancêtres. Ok. C'est bien. Et si là, on voit. Là, on est au Nigeria. Ok. Oui. On est au Nigeria, on appelle ça, c'est le peuple Yoruba, on appelle les cultes des Zéré Ibeji, c'est des jumeaux. Parce que, un peu comme dans la plupart des traditions noires, les jumeaux ont une certaine signification, on leur confère des pouvoirs un peu magiques. Ok, voilà, j'allais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a vraiment un côté mystique à travers les jumeaux? Est-ce qu'il y a un esprit qui les accompagne? Comment? Si je dois répondre du point de vue de la tradition, la manière dont l'Africain traditionnel voyait le monde, oui. Okay. Et c'est ce qui se pérennise aujourd'hui dans nos traditions. Vous allez en Haïti, vous allez chez les Yoruba au Nigeria, vous allez chez les peuples du Congo ou un peu partout dans le monde, on se rend compte que la manière de percevoir les jumeaux, il y a toujours une dimension mystique, une dimension magique.
et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis nos sociétés traditionnelles. Et c'est ce qui illustre en fait ces statues-là que vous allez voir. On raconte une histoire des jumeaux qui étaient pourvus de valeurs, ou plutôt de pouvoirs magiques. Donc c'est à peu près ce que représente ces œuvres-là. Ok. Et cet habillement-là? Oui, oui. Alors ça représente les kauris. Les kauris, ce sont des coquillages. Mais la particularité, c'est qu'à une certaine époque en Afrique, les kauris, ça représentait la richesse. Parce que les kauris a été utilisé comme monnaie d'échange à une certaine époque. Ok. Oui. Alors quand quelqu'un a des kauris, ça représente une certaine noblesse, une certaine richesse, une certaine importance, une certaine valeur dans la société. Ok. Cette partie-là, c'est toujours le musée, mais on a subdivisé en différentes parties. Ok. Oui. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi pour Ça, c'est la déesse de la fécondité au Mali. Comment elle s'appelle? Ça, les noms m'a échappé. Oui, oui. Mais c'est une déesse de fécondité au Mali. Okay. Oui. Alors, cette œuvre a été utilisée pour invoquer justement les esprits quand une fille était donnée en mariage et qu'elle avait des problèmes de fécondité ou de conception. Okay. Alors, c'est juste pour ramener un peu, rejoindre ce que je vous ai dit quelque temps, c'est que l'art en Afrique avait une dimension fondamentalement religieuse ou sacrée. Donc, c'était des objets qui étaient utilisés, qui étaient pourvus d'un certain pouvoir et qui étaient utilisés soit pour guérir, soit pour appeler la faveur de Dieu, ou soit même pour maudire. Donc, bref, avec des valeurs spirituelles qui pouvaient avoir un certain impact dans la société. Donc, cette statue-là, ça représentait en fait la représentation de la déesse de la fécondité au Mali. Okay. Et les Maliens adorent ça pas mal. Ben, peut-être aujourd'hui la société est occidentalisée, mais dans le contexte traditionnel, ça a été vraiment utilisé pour cette fonction-là. Ok. Si on fera un petit bon pas ici pour terminer, parce qu'on va pas être trop long, et t'as qu'à nous donner un petit résumé pendant 2-3. Oui, donc comme j'ai dit, je vous ai expliqué il y a quelque temps que en Afrique, là, pour l'art n'existait pas. Les artistes qui travaillaient ça, tous ceux qui ont produit toutes ces œuvres-là, travaillaient pour le compte de la communauté. C'est pour ça ils n'ont pas signé leurs œuvres par leur nom. Okay. Et donc, pourquoi j'en parle, c'est juste pour souligner un détail important, c'est que l'art africain, plutôt que d'avoir une identité individuelle, elle a plutôt une identité ethnique. Les œuvres sont identifiées par rapport aux ethnies. On parle des Yoruba au Nigeria, on parle des Baoulés au Mali, plutôt à Côte d'Ivoire, excusez-moi, on parle des Chokwe, on parle des Kuba en République démocratique du Congo, on parle des Dogon au Mali, on parle des Dioula au Côte d'Ivoire, on parle des Ashanti au Ghana. Bref, il y a toujours une identité ethnique. Ce ne sont pas de l'art Dogon du Mali. On parle de l'art Yoruba du Nigeria. Donc, ici, là, vous voyez des cartes, ça représente en fait les différentes ethnies qui sont à la base de cette production artistique. Donc, ici, par exemple, on a les Mali, mais ici, on a Ouagadougou. Donc, ça, c'est la carte des Burkina Faso. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas les Burkina Faso en tant que pays, c'est les différentes ethnies. Parce que vous avez remarqué, par exemple, là, nous avons les Niger, les Bénin, les Togo, les Ghana, les Mali. Ça voudrait dire que quand vous voyez le Peul ici au nord du Burkina Faso, on les trouve également au Niger, on les trouve au Mali. Donc, les différentes ethnies partageaient les mêmes terres jusqu'à ce que la colonisation est venue et on a tracé des frontières. C'est pour ça, l'identification de l'art africain, elle est ethnique, elle n'est pas nationale, liée au pays, mais liée plutôt aux ethnies. Ok. Disons, on va conclure parce que l'heure avance vraiment, on a d'autres choses à faire. C'est un dernier mot pour nos frères africains, ce sera quoi? Ben, comme on dit, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans culture, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Okay. Pourquoi j'en parle? Parce que nous considérons que il est plus que grand temps que les Africains en général, mais les Noirs en particulier, quand je parle d'Africains dans un sens large, je vois toutes les personnes d'origine afro. Donc ici, on peut parler de nos frères qui sont en Haïti, de nos frères qui sont au niveau des Caraïbes. Il est grand temps que nous puissions nous réapproprier notre histoire, notre identité. Et cela passe à travers une connaissance de ce que nous sommes, une connaissance de notre art, une connaissance de notre culture. Et l'Afro-Musée, comme un peu d'autres endroits dans le monde qui sont porteurs de mémoire de notre tradition, de notre culture,
sont des endroits qui méritent bien d'être considérés, d'être soutenus et surtout, on doit être curieux pour savoir qui nous sommes. Quand on sait qui on est, on peut être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et donc, ton message, c'est un message d'amour, de réconciliation absolument. Quand je de dis progrès aussi. Notre histoire, c'est-à-dire à nous tous, Haïtiens, Caribéens, Africains, à la base, comme je l'ai dit, c'est le même sang, c'est le même peuple. Donc, nous devons savoir notre histoire. Je ne parle pas de l'histoire d'Haïti, je ne parle pas de l'histoire du Congo, je dis notre histoire en tant que peuple noir. Étant donné qu'on a un festival de pop-up, si tu as un dernier mot pour Madame Labissière, ce sera quoi? Parce que c'est elle qui a organisé ça, elle est responsable de Madame Kola. Merci beaucoup pour Madame Fabienne Kola du Festival international du film Black. C'est sûr qu'elle a juste exploité un aspect et évidemment on ne peut pas embrasser tous les aspects. Ça c'est pour elle, c'est en tout cas du moins pour cet événement-là, pour ce festival, c'est le cinéma. Beaucoup de courage que cette initiative puisse continuer pour qu'à travers le cinéma qui est considéré, qui est appelé le 7e art, que ça soit en fait un art qui soit porteur de l'histoire, de la voix des Afros en général. Et cette initiative ne peut qu'être saluée. Merci beaucoup Madame Fabienne Kola ainsi qu'à toute l'équipe du Festival international du film Black. Merci, Radio-Télévision Sacrifice vous remercie. C'était un plaisir pour nous de vous avoir à l'antenne. C'est à moi de vous remercier, le plaisir est partagé. Merci à vous. C'était Radio-Télévision Sacrifice depuis Montréal pour vous servir. Merci, à la prochaine.